Tout le monde veut acheter des appartements pour du locatif, mais le plus malin de la salle, c'est peut-être celui qui achète une maison individuelle, des bons rendements, moins de turnover, les gens restent plus longtemps, ils prennent plutôt soin de la maison, et à moyen terme, l'effet valeur, il est énorme. On construira moins de maisons individuelles. Donc ceux qui en auront en portefeuille, ils vont voir leur portefeuille augmenter. Attends, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là? C'est que dans 10 ans, la maison individuelle n'existera plus. Quand c'est la crise, les gens, ils attendent le bon moment. Mais il n'y a pas le bon moment, il y a leur bon moment à eux. Leur moment à eux. Ils ont trouvé l'opportunité, ils ont le cash disponible, ils ont l'accord du banquier. Le bon moment, c'est ce moment-là pour eux. Et pendant les périodes de crise, on croit toujours qu'ils sont dans un an ou dans 2 ans. Tu vois, les promoteurs, il y en a 1000 en France, il y en a peut-être un tiers à la moitié qui seront plus là dans un an. C'est dingue. Mon très cher Cashflow, je te souhaite la bienvenue dans l'actu de ce mois-ci avec Monsieur Pavanello que tu connais, on te l'a ramené exprès hein, sur demande. Et bah, ravi d'être là, ravi de vous retrouver, toi Chris et puis ta communauté. Alors je vais te poster la vidéo juste ici qu'on a faite avec Pavanello, c'était en septembre, donc avec Vincent on l'a faite en septembre. Vous l'avez adoré puisque vous nous aviez demandé dans les commentaires qu'il puisse revenir, intervenir sur d'autres sujets. Chose dite, chose faite, il est là, il va intervenir sur d'autres sujets. Beaucoup d'autres sujets. Donc voilà, je sais que la vidéo a beaucoup plu. Alors c'est parti, ils ont aimé ta prestation, on va recommencer. Eh ben écoute, ravi, j'ai eu énormément de retours sur LinkedIn, sur Instagram, par mail, de gens qui, d'une part, nous remerciaient d'avoir partagé ce contenu-là, mais qui aussi demandaient des précisions, voulaient aller plus loin, voulaient en savoir plus. Et puis aussi beaucoup de gens qui partageaient des témoignages personnels, qui souvent allaient dans le sens de ce qu'on disait, parfois où ils apportaient une nuance aussi en disant bah, vous avez dit ça les amis, et ben moi sur mon micro-marché, voilà ce qui se passe. Et donc ça je pense que c'est très utile, donc il faut vraiment inviter les gens, enfin ça nous nourrit aussi, là je parle un peu pour nous deux, pardon Chris, d'avoir des retours de marché. On a une approche macro, parce que si on devait parler de chaque ville, bah, les vidéos elles feraient 4 jours. Et donc à cette approche macro, c'est intéressant de savoir les villes dans lesquelles cette approche s'applique parfaitement et les villes ou les territoires ou les pays, on parlera peut-être d'autres pays dans cette vidéo, où c'est moins vrai. Donc je trouvais ça très utile et ces retours-là sont très précieux pour nous. C'est super intéressant ce que tu dis. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui était, je crois, 1 ou 2 semaines après la tienne, qui s'appelle La France en déclin. Où justement je faisais des retours de ce qui s'est passé cet été, la location courte durée en France, les villes, les régions qui ont été gagnantes ou non, et j'ai dit bah, dans les commentaires, dites-moi vous en fonction de votre région, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. T'avais 200 ou 300 commentaires de ah bah moi j'habite en Bretagne, dans cette ville-là ça a marché parce que si, puis moi j'habite là, ça a moins bien marché parce que là. T'as en fait vous êtes le terrain quoi, vous êtes le terrain, nous on va investir dans notre micro-marché à nous, et en fait c'est super important ce que vous dites dans les commentaires, donc lâchez-vous dans les commentaires, faites part de votre marché, de votre métier, ce que vous faites, ce que vous voyez, ce que vous sentez au quotidien. Nous, ça nous permet de le remonter, de pouvoir le redispatcher dans les vidéos. Donc, en fait, entre vous, vous allez apprendre énormément de choses aussi, quoi. Ouais, c'est la vraie dialectique entre la théorie et la pratique. Pour moi, il y a 2 positions qui sont insensées ou qui, en tout cas, qu'il faut éviter. C'est la position qui consiste à prendre la théorie et l'appliquer sans réfléchir, du style j'ai entendu ça sur YouTube, donc je le fais. Et l'autre truc qui me paraît aussi assez bête, c'est de dire c'est des théoriciens, ils parlent en macro, donc tout ce qu'ils disent est faux. Tout ce qu'ils disent est faux. Et ça, je pense que tu vois, il faut trouver la nuance là. Et en fait, même si tu reprends les philosophes qui ont imaginé des grands concepts, etc., ils avaient toujours l'idée de dire ça peut vous servir dans votre vie comme un éclairage, quelque chose qui peut vous aider, un repère. Mais après, ça s'applique à votre propre vie. Et donc, je trouve que parfois, on critique la théorie ou l'approche macro, alors que l'approche macro, sa seule ambition, c'est de vous donner des repères et de vous aider à vous repérer. Quand on dit il y a de l'inflation, donc ça va augmenter les taux et donc ça va faire potentiellement un peu baisser les prix, bah, ayez ça en tête, regardez si c'est vrai dans votre marché. Si c'est pas vrai dans votre marché, c'est parce qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui jouent. Et on le dit souvent d'ailleurs, on dit toujours toutes choses égales par ailleurs, voilà ce qui se passe en théorie économique. Le toutes choses égales par ailleurs, bah, parfois toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs parce que sur notre territoire, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'on se trompe quand on considère que la théorie dit tout et on se trompe quand on dit que la théorie ne dit rien. Et je pense que c'est un peu le contenu qu'on avait fait la dernière fois. C'est un éclairage, ce sont des repères, à chacun de les appliquer sur son territoire et sur son actif. Dans la même rue, voire même à 2 immeubles à côté, on sait qu'il n'y a pas la même réalité. C'est la dialectique entre la théorie et la pratique. On va essayer d'être le plus complet possible avec le théoricien et le praticien, parce que moi je suis plus sur le terrain, donc on va essayer d'être complet aujourd'hui. Vincent, on est à fin 2023 aujourd'hui, ou début 2024, suivant quand tu regarderas cette vidéo. On va commencer par un récap de ce qui s'est passé cette année, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Des bonnes, des moins bonnes aussi dans l'immobilier, donc c'est pas tout n'est allé dans un sens. Si on devait faire un récap de cette année 2023, qu'est-ce qui s'est passé en IMO? Je pense que le fait majeur, c'est l'augmentation des taux d'intérêt qu'on anticipait, qui était notamment anticipé depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'inflation. On avait expliqué tout ce mécanisme la dernière fois, la guerre en Ukraine et le Covid qui créent de l'inflation, donc les banques centrales qui augmentent les taux, et donc une tension qui est faite sur le marché de l'immobilier. On avait parlé de l'immobilier tertiaire, très touché, très vite touché.
Et le marché du logement, lui aussi touché, bien que assez différemment. Et en fait, l'année 2023, pour moi, c'est une année où on a les premiers effets de la hausse des taux. 2022, on l'a un petit peu aux États-Unis, mais en France, les taux commencent à augmenter progressivement. Mais c'est en 2023 la grande année où on voit l'impact de ces taux-là. Et on en parlera, je pense, après, quand on parlera aussi des différents acteurs de cette industrie. On a en 2023 un impact très clair sur les volumes et un impact pas très clair sur les prix. Et c'est vraiment ça qui s'est passé dans toute l'année 2023, ce que nous on avait un peu théorisé dans ma newsletter, mais c'est ce qui se passe, on verra pour 2024. Donc sur les volumes, c'est important, il y a à peu près un tiers des transactions qui ne se sont pas faites en 2023, donc ça veut dire que si on prend 2021, qui est la meilleure année, le nombre de ventes dans l'immobilier ancien, et qu'on compare à 2023, on aura perdu à près de 35% des transactions. On était à 1,2 million, on va passer plutôt à 800 000. C'est les prévisions qui étaient faites en 2022, c'est ce qu'ils attendaient ou ça a été plus ou moins On attendait plutôt un peu moins, mais on attendait une correction quand même. Donc je pense que les prévisions n'étaient pas si loin. On n'avait peut-être pas anticipé une baisse aussi forte, mais c'était déjà dans les esprits. Un tiers de transactions en moins, comme je le dis souvent, c'est pareil au UK, au Royaume-Uni, c'est pareil aux États-Unis. Donc on a des marchés qui corrigent d'un tiers. C'est quand même assez violent en volume, en 18 mois, de passer d'un plus haut à aujourd'hui un marché qui est beaucoup plus calme. Dans l'immobilier neuf, on en parlera peut-être aussi, on est même au-delà de cette correction-là, puisque la correction est plutôt de 40-45%. Donc là aussi, on parle d'un gros marché. Hein. L'immobilier neuf, c'est 60 milliards de chiffre d'affaires par an pour les promoteurs en cumulé. Bah forcément, quand le marché corrige de 40%, ça crée un certain nombre d'impacts. Donc, sur les volumes, la crise, elle est là. Ça, je pense qu'on peut dire ça. Sur les prix, la crise, elle n'est pas là. Et c'est bien ce qu'on disait la dernière fois. En tout cas, dans le résidentiel, comme on en parlait dans la dernière Bien vidéo. sûr, dans le résidentiel. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et tu vois, on s'est parlé la dernière fois en juin. Là, on se parle à la fin de l'année. On verra de quoi sera fait l'année 2024. Mais on voit que les prix, au maximum, ont corrigé de 5 à 10 points. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au UK, c'est vrai en France. Et on voit même des territoires, je disais ce matin, la Bretagne, la Loire-Atlantique, où les prix continuent à augmenter. Ils n'augmentent plus du tout au rythme auquel ils augmentaient avant. L'atterrissage, il est net. Il n'y a aucun territoire en France où les prix augmentent 2022-2023 autant qu'ils ont augmenté en 19, 20, 21. Là, c'est la question que j'allais te poser. J'allais dire, on a vraiment un marché à deux vitesses parce que Côte d'Azur, moi tu sais que je suis de Nice, Nice, Toulon, hier, Marseille, toutes ces villes de la Côte d'Azur continue de monter. Un peu moins qu'avant quand même. Forcément un peu moins, parce qu'avant c'était ça costaud. Comment tu peux expliquer ça? Toujours notre sujet de toutes choses égales par ailleurs. Quand tu augmentes les taux d'intérêt, mécaniquement la théorie économique te dit que les acheteurs vont avoir un peu moins d'argent et donc vont mettre un peu de pression sur les vendeurs. Bon. Mais si au même moment où tu as cet impact sur les taux, tu as une surdemande qui est liée à des phénomènes sur lesquels je pourrais te donner quelques exemples ou quelques possibilités d'explication, en fait l'un compense l'autre. Et là, en l'occurrence, ce qu'on pourrait dire pour la Côte d'Azur, c'est que l'impact de la hausse des taux a été compensé par des effets qui sont, à mon avis, un télétravail durable et des gens qui décident d'aller se délocaliser là-bas. Je crois qu'on parlera de moins en moins de résidences secondaires et de plus en plus de birésidences ou d'une double résidence. C'est-à-dire, avant, quand je passais, pour être clair, du 1er janvier ou plutôt du 1er septembre au 31 juillet à Paris et tout le mois d'août à Cannes, Cannes, c'était clairement ma résidence secondaire. Aujourd'hui, j'y vais pour toutes les vacances scolaires, j'y vais sur des longs week-ends, j'y fais des semaines de télétravail, potentiellement je commence à organiser ma vie sociale aussi là-bas. Est-ce que c'est une résidence secondaire? Ouais. C'est beaucoup moins clair la différence entre les deux. Donc je pense que la Côte d'Azur bénéficie à plein de cet effet-là qui vient compenser la hausse des taux. C'est comme ça qu'on pourrait l'imaginer. On peut aussi dire qu'à Nice, à Cannes, dans ces endroits-là, on n'a pas assez construit de logements. À Nice notamment, il y a quand même eu un effort de construction qui n'a pas été au niveau de la demande qui arrivait. Et donc là aussi, mécaniquement, c'est toujours pareil, l'offre et la demande. Là, on sait que la demande, elle est un peu moins forte du fait de la hausse des taux. Mais si en même temps l'offre, elle a diminué ou si l'offre ne s'est pas adaptée au nombre de personnes, et ben l'un des phénomènes vient compenser l'autre. Mais on peut dire, et ce contre-exemple-là va quand même dans le sens de ce que je disais, la fête est finie. Les marchés qui stagnaient sont en train de corriger. Les marchés qui étaient plus dynamiques sont un peu moins dynamiques, mais ils le sont toujours. On a ce phénomène-là qui est très fort et donc des prix qui continuent à se maintenir et un effondrement des prix qui n'a pas eu lieu. Ok, bon, ça c'est pour les ventes. L'avantage, on va essayer de faire une moins bonne nouvelle, une bonne, ou peut-être deux mauvaises, une bonne, parce qu'il y en a peut-être eu un peu plus de mauvaises. Sur le marché locatif, on a une tension qui est incroyable. Parce qu'on a une hausse de la demande, on a une baisse de l'offre monumentale pour plein de raisons, pour les passoires énergétiques, pour le fait que les promoteurs, le marché neuf a réduit aussi. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, mais en même temps on a une hausse des impayés. Donc on a un marché locatif qui est très tendu, et pourtant on a une hausse des impayés. Comment tu vois ça, toi, pour cette année ?
Sur le marché locatif et sa tension, l'explication la plus limpide qu'on peut apporter, c'est vraiment le lien avec la baisse dans l'accession, en tout cas les freins à l'accession. Plein de ménages, dans leur parcours résidentiel, auraient dû devenir propriétaires en 2022 ou 2023 si les conditions de crédit avaient été les mêmes que 2019-2020. Les conditions ayant changé, les banques étant plus frileuses, ces gens-là ne peuvent pas accéder au marché de l'accession. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent locataires plus longtemps. Mais les nouveaux qui arrivent sur le marché de la location, les étudiants, les jeunes, eux, ils sont déjà là. Eux, ils disent pas je retarde mon arrivée sur le marché locatif. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de gens qui sortent du marché locatif, et il y a plus de gens, et il y a toujours autant de gens qui y rentrent. Voire même, il y a un peu plus de gens qui y rentrent par des effets du nombre d'étudiants qui augmente en France. Enfin, il y a quelques effets en plus subtils qu'on peut avoir. Il y a 100 000 étudiants en plus en France en 2025 qu'il y en avait en 2020, et encore 100 000 de plus en 2025 et 2030. Donc il y a une pression quand même de 200 000 personnes d'étudiants qui consomment aussi du marché locatif un peu différemment que les gens qui sont directement en emploi. Okay. Bref. Donc on a une grosse demande. Qu'est-ce qui se passe dans le même temps? On a une chute de l'investissement locatif dans le neuf, le Pinel, etc. Donc on a moins de nouveaux biens qui arrivent. On a toutes les incertitudes, on en parlera j'imagine, autour des contraintes locatives liées au DPE. Donc les gens retirent leurs biens. Des biens qui étaient parfois loués, qui ne pourront plus l'être, sont vendus à des gens qui vont occuper ces biens, donc des propriétaires occupants. Donc on a une demande locative qui augmente, et on a une offre locative qui est en train de se réduire. C'est en train de se restreindre violemment. C'est assez logique que les loyers, ils augmentent. Je vais te donner un exemple, c'est le Royaume-Uni. Royaume-Uni en 2022, il faut se rappeler, là je reviens à l'année 2022, le pays change de Premier ministre au milieu de l'année, qui annonce un programme fiscal absolument délirant, Liz Truss c'était, qui part au bout d'un mois, les marchés s'enflamment, on parle de récession au Royaume-Uni, il y a une inflation à 10 points. Honnêtement, le contexte macro, il n'est pas bon du tout. Non. Plus les effets du Brexit, etc. Les loyers en moyenne ont augmenté de 20% en 2022. Exactement pour la raison que je t'ai citée, puisqu'ils ont, entre guillemets, les mêmes problèmes. En France, ils augmentent beaucoup moins, pour raison simple, c'est que dans beaucoup de villes, dans beaucoup de territoires, les loyers sont plafonnés. Ce qui d'ailleurs pose plein de problèmes, mais on pourra en parler si tu veux après. Ce qui est bien avec le plafonnement des loyers, c'est qu'il y a à peu près 100 économistes qui se sont penchés sur le sujet et qui ont eu à peu près la même réponse. Quand vous plafonnez les loyers, vous détruisez l'accès au locatif de plein de gens. C'est une mesure absolument injuste, inefficace et qui crée beaucoup d'inégalités. Bon, on pourra y revenir. En tout cas, on a cette tension locative qui est un peu moins forte en France du fait de réglementation, mais qui a vocation à continuer à augmenter. Donc là où il n'y a pas, par exemple, le plafonnement des loyers, regardez l'augmentation des loyers. Elle est massive et elle va continuer. Et ton deuxième point, en fait, il est totalement indépendant. Le fait qu'il y ait une tension locative parce qu'il y a plus de locataires, c'est pas du tout contradictoire avec le fait que les locataires en place ont par ailleurs du mal à payer leur loyer. Et là, c'est un pur effet de l'inflation, j'allais dire aussi de la baisse de pouvoir d'achat, même si je vais apporter une nuance à ça. En tout cas, l'idée qu'il y a un paquet de gens qui galèrent. Et pour finir là-dessus, je voulais quand même dire, parce que l'INSEE a publié des chiffres très intéressants cette semaine sur la hausse du pouvoir d'achat en France au cours de la dernière année. Et en fait, ce que montre l'étude, c'est qu'il y a des écarts énormes entre les gens les plus privilégiés dont le pouvoir d'achat continue à augmenter et les gens les plus en difficulté dont le pouvoir d'achat en fait a été très mal mené ces derniers temps. Donc les impayés, on les retrouve beaucoup auprès de cette population modeste, qui a du mal à payer. Donc je pense que pour les gens qui regardent cette vidéo aussi, pour ta communauté, même le sujet des impayés est un sujet qu'on ne peut pas regarder en général. Le sujet des impayés est un sujet qu'on peut regarder pour ceux qui ont acheté des biens et qui les louent à des loyers très bas et à des gens très modestes, où là, effectivement, sur cette catégorie de population, il y a une augmentation des impayés sur laquelle il faut être très vigilant et s'assurer. Je pense que c'est un conseil que tu donnes aussi. Tout à fait. Ok. Fin d'année 2023, on a le nouveau projet de loi de finances. Beaucoup de changements, forcément on a plein de problématiques liées au logement et les politiques se sont largement penchés dessus. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet et qu'est-ce que ça va changer pour nous? Enfin, j'ai envie de dire, tu sais, moi je travaille sur ces questions de logement et sur comment fluidifier le marché, comment produire plus de logements, comment mieux répondre aux attentes des Français. Je te donne d'ailleurs une petite parenthèse assez dramatique d'ailleurs. Depuis septembre, partout en France, on observe une augmentation du taux d'occupation des campings à proximité des métropoles. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que des étudiants dorment dedans. Je veux dire, manque de logement, forcément, les gens. Je n'aurais pas pensé à des étudiants en général. On arrive à un tel point, il y a une telle pénurie, que les campings sont pas pleins, mais en tout cas plus remplis que d'habitude, au mois de septembre. À Rennes, à Nantes, à Bordeaux, dans plein de territoires. Bon. Donc la crise du logement, elle est plus théorique pour le coup. Si on refait notre dialectique entre la théorie et la pratique, elle est très pratique. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on a un État, et je l'avais dit dans la dernière vidéo, qui est surendetté,
qui doit faire face à plein de problèmes en même temps. Et donc, tant que votre sujet, en l'occurrence le nôtre, c'est plutôt le logement, n'est pas celui qui est le plus en danger, qui n'est pas celui qui est le plus à risque, et qui n'est pas celui sur lequel il y a le plus de gens mécontents, en fait, il n'est jamais dans les priorités. Et là, je pense qu'au mois de septembre 2023, ça a été le moment où le thème du logement est devenu un thème de préoccupation qui est remonté sur le haut de la pile des politiques, parce qu'ils se sont dit, oulala, là, il y a un vrai sujet, il y a des vrais acteurs qui vont mal, il y a des Français qui n'arrivent plus à se loger, il y a les fameux étudiants dans les campings, etc., etc. Donc, il y a eu la prise de conscience. Et je trouve que le moment est très intéressant parce que, comme je le disais il y a peu de temps, on trouve que ça craque de partout. Je vais donner quelques exemples. D'abord, on a eu un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, et l'actuel ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui ont dit il y a quelques jours que les contraintes locatives liées au DPE, le calendrier serait sûrement intenable. Ça, c'est dit par tous les professionnels de l'immobilier depuis des années. L'idée que les étiquettes G vont sortir, puis E et F vont sortir à un horizon assez proche en réalité, puisqu'on parle des années à venir et des mois à venir. Les professionnels ont alerté, parce que confère ce qu'on disait sur le marché locatif. Attention, on risque d'aggraver la tension locative alors qu'il faudrait au contraire la réduire. Donc on a eu deux éminents politiques qui ont commencé à dire ça va trop loin. Autre fait marquant, un président de région, le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, M. Laurent Wauquiez, a dit qu'il ne souhaitait pas appliquer la ZAN. Zéro artificialisation nette. C'est une loi qui empêche les promoteurs de construire des logements et de faire de l'étalement urbain et qui va avoir un impact massif sur la production de logements. C'est le seul à avoir refusé ça ? Alors, il refuse, c'est une posture politique parce qu'en fait, il n'a pas, une fois que la loi sera votée, en tant que président de région, il doit appliquer la loi. Il peut freiner, il peut trouver des arguties, mais la vérité, c'est qu'il faut surtout prendre ça comme une prise de position politique pour la suite. On lui prête des ambitions pour 2027, mais aussi comme un ras-le-bol des collectivités locales vis-à-vis d'un État qui prend des mesures, des décisions qui sont très difficilement applicables dans la réalité. Donc on voit que ça commence à craquer partout, et évidemment, sur la demande de logements neufs, c'est là que se cristallisent un petit peu les attentes, puisque avec la suppression annoncée du Pinel à la fin de l'année 2024, beaucoup de politiques commencent à se dire, bon, par quoi on le remplace, et d'où va venir la demande pour les promoteurs immobiliers. Là-dessus, ce qui est intéressant dans le cadre du PLF et de la façon dont ce sujet est remonté, c'est qu'est-ce que veut faire l'État ? Bon, l'État, d'abord, renonce à modifier le PTZ. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Au moment où on se parle, on est en plein débat parlementaire sur le sujet. On verra ce qu'il en sort. Mais là où on avait eu des grandes annonces sur la suppression du PTZ ou sur la restriction du PTZ, le prêt à taux zéro, qui d'ailleurs coûte très cher à l'État quand les taux sont élevés. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut que chacun ait en tête. Quand les taux sont à 1%, le PTZ, entre guillemets, il coûte que 1 point à l'État pour venir compenser le 0 à 1. Quand les taux sont à 4, 4,5, on imagine que le coût budgétaire augmente. Donc le PTZ va être maintenu, en tout cas dans les grandes lignes, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxièmement, ils vont supprimer le Pinel, mais ils réfléchissent, et c'est un vrai sujet de discussion qu'on peut avoir, à l'idée de remplacer la demande particulière par de la demande institutionnelle. Concrètement, l'État, le ministre du Logement actuel, vraisemblablement à tort, se dit que tout miser sur la demande des particuliers, c'est une mauvaise idée pour dynamiser le logement neuf. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Chris, plutôt que de te donner un avantage fiscal pour que tu achètes du logement neuf auprès d'un promoteur, je vais te donner un avantage fiscal pour que tu investisses dans un fonds que moi j'ai créé. Et moi, fonds, je vais acheter le logement au promoteur. Donc, dans la philosophie, c'est pas très loin, mais il y a la volonté de l'État d'intermédier, de réintermédier l'investissement immobilier. Ça, c'est quelque chose que Macron a théorisé depuis très longtemps. En 2017, il en parlait déjà, et qui ne sera pas sans conséquence pour les gens qui nous regardent. Parce que, au fond, on leur dit n'investissez plus en direct, passez par des véhicules. Est-ce qu'ils vont aller au bout ? On verra, on est en plein dans le débat. Mais c'est ça la tendance. Et pour essayer de comprendre, qu'est-ce qu'ils reprochent à l'investisseur particulier ? Parce qu'on se dit, mais pourquoi tant de haine, d'une certaine manière ? Un respect des plafonds de loyer, notamment dans les Pinel, qui n'est pas toujours optimal. Pour être clair, ils disent que les particuliers respectent le plafond quand ça les arrange. Et il y a eu pas mal de rapports qui ont montré qu'effectivement, 2 tiers des Pinel ne respectaient pas les plafonds de loyer. Est-ce que c'est vraiment un argument qui tient la route ? Alors je pense qu'à mon avis, je suis d'accord avec eux. Mais est-ce que c'est vraiment cet argument-là qui tient la route ? En tout cas, ils mettent ça en avant. Deuxièmement, ils estiment que les particuliers font moins la rénovation énergétique que le font les institutionnels. Et puis, il y a cette idée qui, celle-là, je pense, est très fausse. C'est que l'investisseur particulier, il achète un bien qui est très loin de chez lui, il est mal informé, il ne suit que la carotte fiscale et il ne regarde pas le sous-jacent du logement. En tout cas, je pense que pour les gens qui se regardent, il y a parfois de ça, mais il y a aussi des... Non, mais je pense qu'il y a des gens qui font ça, et puis il y a des gens qui sont aussi informés, qui s'intéressent, etc. Donc, il y a tout ça qui amène l'État, face à cette crise du logement violente, à imaginer des solutions plus ou moins optimales, sachant que le grand sujet, on en parlera après, c'est 2024, où on attend une grande loi sur le logement. Ok. Et l'avantage de cette mesure, alors, mis à part s'il y a des avantages, on va dire des avantages déguisés qu'il y aurait pour d'éventuels fonds, si on met de ce côté-là cette partie,
Quel serait l'avantage? Ça serait de pouvoir cadrer en fait la demande, d'être sûr d'avoir une demande qui soit bien fixée en fait en avance, afin de pouvoir assurer une stabilité au promoteur. Ouais, ce qui est à mon avis là aussi est une fausse bonne idée, parce qu'il n'y a pas de raison que l'institutionnel il soit pas aussi très volatile et qu'il aime le logement une année, puis que l'année d'après il aime le bureau, puis l'année d'après il aime le commerce. Non, moi je pense que c'est pas. En tout cas, si c'est ça qu'ils ont en tête, c'est une mauvaise idée. Non, ils pensent que il y aura là des acteurs qui respecteront les plafonds, qui feront les travaux de rénovation quand ce sera nécessaire, et qu'ils auront des interlocuteurs moins nombreux et donc plus facile d'interagir avec eux. Je pense que c'est ça la logique de la réintermédiation. Sachant que le modèle français où les institutionnels ont très peu de logements, peut-être on peut rappeler les chiffres, hein, les instituts dans les années 90 et au début des années 2000, ils ont 1 million de logements en France, sur les 30 millions de logements à peu près qui existent. Aujourd'hui, ils en ont plus que 200 000. Ils ont 5 fois moins de logements. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu tous ces logements, qu'ils ont préféré investir dans le bureau. Dans le bureau, Grand mal leur en a pris, mais enfin c'est ainsi que ça s'est fait. Et aujourd'hui, il y a cette idée de les faire revenir dans le logement, de faire revenir les institutionnels dans le logement. Pour les gens qui nous écoutent et pour ta communauté, comme toujours, c'est un sujet de veille pour vous. Je pense que si demain il y a des véhicules de logement gérés par des gens sérieux, bien équipés, avec un super sourcing auprès des promoteurs et que vous avez l'accord fiscal, il sera peut-être intelligent de mettre une partie de votre patrimoine dans ces fonds-là. La question, c'est est-ce qu'il faut tout mettre dans ces fonds-là et plus rien mettre en direct? Je pense que non. Comme toujours, c'est une question d'équilibre. Vous n'avez pas la même comment dire, la capacité, rendement, risque, énergie, vous allez avoir rendement, risque et puis liquidité qui va être très différente en fonction des produits. Et ça, il faudra que vous le preniez en compte. On le voit aujourd'hui avec les SCPI. Hein. Sortir sur l'argent d'une SCPI, ça occasionne une très grosse décote. Demain, quelqu'un qui aura à la fois du logement en direct et puis de l'argent dans un fonds de logement, il pourrait pas se dire j'ai un logement qui se vend très facilement, donc c'est ma liquidité à court terme. Et puis, quand j'ai vraiment besoin de long terme, je mets plutôt de l'argent dans le fonds. Il peut y avoir ce genre d'arbitrage. Voilà ce qui devrait sortir des débats parlementaires de la fin de l'année. C'est des mesures, et je préfère le dire ici, qui ne résoudront pas la crise du logement. Voilà. On va corriger quelques symptômes, mais on ne s'attaque pas aux vraies causes. Les vraies causes, tu les connais, tu en parles souvent. On a un actif résidentiel, le logement, qui ne verse plus assez de rendement. Puisque les prix ont augmenté. Il y en a beaucoup, j'en ai parlé sur BFM Business la dernière fois, je dis pour moi on ne s'attaque pas aux vrais problèmes, on fait des petites réformettes. Tu vois, comme tu dis, ça casse de partout, puis on va mettre un pansement à droite, à gauche, mais ça continue de couler en fait. Le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas assez de rendement dans le locatif nu, c'est qu'il y a trop d'obligations pour le propriétaire et c'est trop figé en fait. Il y a trop de liberté pour le locataire et pas assez pour le propriétaire. Le propriétaire se sent enfermé, se sent pas soutenu aussi. Il sait qu'il va un petit peu comme la flexibilité du salariat quand tu as une entreprise, c'est un peu pareil quand tu as un logement nu. Donc là, ils essaient de le changer. On va pas parler de l'aspect fiscal dans ce projet de loi de finances parce qu'il y a l'aspect fiscal, ils veulent toucher au LMNP, ils touchent au microbic aussi. Donc il y a la volonté de réagencer le bateau et dire non, arrêtez d'aller vers le touristique et le meublé, allez plutôt vers le nu. On voit qu'ils essaient de le faire. Mais le côté fiscal ne changera pas le fond du problème qui est quand j'ai un impayé, j'ai 2 ans un locataire qui ne me paie pas. Quand j'ai des rendements à 3 ou 4%, je suis obligé d'aller chercher ailleurs. Mais il faut être optimiste. Moi, je pense qu'on est arrivé au point bas de la nullité des politiques publiques du logement. Je pense que, en fait, tu vois, je pense que l'année 2023, historiquement, sera une année tournant où on s'est rendu compte quand même qu'on allait trop loin. Je prends des exemples. Tu penses? Moi, je pense vraiment ça. Tu sais, le politique, c'est un acteur assez rationnel. Quand il voit, que ces mesures sur le logement lui font perdre des milliards de recettes fiscales, parce qu'il y a beaucoup moins de frais de transaction qui sont les fameux droits de mutation qui sont bien réduits. La TVA dans le logement neuf, c'est une ressource en moins. Donc quand, il y a beaucoup moins de ressources fiscales, 2, que les gens commencent à hurler et qui ne sont pas contents, là, le politique commence à se dire, oula, je vais regarder ce que j'ai fait. Je vais te donner 2 exemples, la ville de Nantes et la ville de Lyon. Des villes qui ont fait au niveau local à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire en matière de politique publique du logement depuis 2020. Ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que quand il n'y avait plus de logements libres qui étaient construits, il n'y avait plus de logements sociaux non plus. Puisque dans chaque programme, il y a 2 tiers de logements libres et 1 tiers de logements sociaux. Donc là, ils disent, on ne va pas atteindre nos objectifs de production de logements sociaux. Et donc, ils sont en train de sortir des enveloppes, c'est 10 millions à Lyon, c'est 20 millions à Nantes, où la commune va investir et va financer des opérations pour qu'elles aillent à leur terme. Donc on voit, 3 ans après, la mise en place de mesures peu efficaces et très largement démagogiques, que les collectivités locales sont obligées elles-mêmes de venir au soutien de promoteurs. Donc moi je pense que là il y a des prises de conscience qui vont se faire au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, et qu'on va arrêter d'aggraver le problème. Est-ce qu'on va le résoudre tout de suite? Je ne pense pas, mais on va arrêter de l'aggraver. On va mettre des moratoires sur plein de sujets. Et donc là aussi, peut-être pour mettre un peu d'optimisme pour tes investisseurs immobiliers qui nous regardent, je pense que si vous avez vécu les années 2015 jusqu'à 2023, vous avez été très aidé par les prix, mais vous n'avez été pas aidé par la régulation. Je pense qu'on a passé le pire et qu'on va vers un marché qui sera peut-être plus sain. Le meilleur exemple, c'est la Californie. La Californie a fait toutes les erreurs de politique publique du logement entre les années 2000 et puis les années 2020.
Ça fait 2-3 ans qu'ils sont en train de renverser totalement la barque et qui repartent sur des choses utiles. Et les investisseurs, assez logiquement, reviennent. Écoute, j'aimerais énormément te croire. Je vais dire que je vais être optimiste, je vais te croire aujourd'hui. Je vais te croire, j'aimerais bien. On y travaille en tout cas. On y travaille. Parce que, en fait, un marché normal, là aussi, pour expliquer aux gens, un marché normal ne peut pas être en crise de l'offre et de la demande en même temps. C'est impossible. Bon. Alors là, qu'est-ce qui se passe par exemple, sur le locatif? C'est que il y a plus d'investisseurs. On dit à la fois il y a une tension locative de dingue et il n'y a plus d'investisseurs locatifs. Ça paraît quand même dingue. Il y a un problème d'offre et de demande. Bah pourquoi? Parce que les loyers sont plafonnés. Dans un marché normal, où l'État ne s'occuperait pas du niveau des loyers, considérant qu'il a autre chose à faire, selon quoi il aurait plutôt raison, avec la tension locative, les loyers augmenteraient. Peut-être pas de 20% comme au UK, mais de 5 à 10%. Les loyers augmentaient, ce qui augmenterait le rendement des logements. Donc les investisseurs locatifs reviendraient. Et comme ils reviendraient très très massivement, il y aurait plus de biens sur le marché. Et donc ça ferait rebaisser la tension locative. Et ça normaliserait. Il y aurait plus de biens sur le marché, alors là je me mets à la place de l'État, du gouvernement, il y aurait plus de biens sur le marché, oui, mais quand tu prends des centres-villes où les logements, enfin les loyers sont les plus tendus, il n'y aurait pas plus de création de logements qui serait faite. Il y aurait plus de gens qui ne pourraient pas se loger peut-être. Écoute, je sais pas. Après, moi, je suis aussi d'avis que la main visible fasse son travail et que le gouvernement intervienne moins. Je suis d'avis. Mais je me mets à la place du gouvernement, ça ne créerait pas plus de logements dans les centres. Bah, d'abord, si on libéralisait l'acte de construire, on pourrait construire plus de logements. Tu sais, il y a un graphique, peut-être que je pourrais te le donner, si tu veux le mettre pendant la vidéo, ce qui est très intéressant. C'est une étude qui a été faite sur la ville de Minnesota aux États-Unis et qui compare Minnesota à toutes les villes un peu grandes îles autour des États-Unis. D'accord. Et tu as deux graphiques. Un, c'est le nombre de logements construits dans les 5 dernières années, et l'autre, c'est l'évolution des loyers. Bah, c'est pas compliqué, c'est parfaitement linéaire. Les villes qui ont construit des logements sont les villes dans lesquelles les loyers ont le moins augmenté. Mais c'est mécanique. Mmh. Et je vais revenir à ce qu'on a dit au tout début de la vidéo. La main invisible, comme tu dis, l'économie de marché, le marché n'explique pas tout des évolutions des prix de l'immobilier. Mais le marché n'explique pas rien non plus. Et je pense que c'est ça toujours l'écueil dans lequel on tombe. Le truc de l'offre et de la demande, en fait, ça marche assez bien pour comprendre l'évolution des prix et des loyers. Bien sûr qu'il y a des aléas et des choses. Et là, c'est ce qu'on réapprend, et c'est ce qu'on redécouvre, et c'est ce qu'un certain nombre de politiques redécouvrent. Quand on ne construit pas de logement, ça augmente le prix de logement. Et quand on ne construit pas de logement d'une part, donc les prix augmentent, et qu'on plafonne les loyers de l'autre, bah on tue le rendement et on tue l'investissement. Ok. Bon, bah écoute, j'espère, je suis aussi de cet avis, j'espère que ça va bouger, ça va bouger, non, ça va. Espérons. On va passer à d'autres sujets parce qu'on en a beaucoup, sinon on va parler pendant 2 heures. Là, on était pour 2023. 2024 arrive. Quelles sont les opportunités qui arrivent en 2024? Déjà, toi, personnellement, comment tu vois cette année? Et je vais démarrer par autre chose, que tu me parlais de quelque chose qui m'a fait rappeler une chose que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Warren Buffett a investi dans 3 grandes sociétés de constructeurs de maisons individuelles. Ça a mis la puce à l'oreille à beaucoup d'investisseurs. En France, on n'a pas le même marché, on ne peut pas le comparer. Les États-Unis sont repartis plus vite. Nous, les constructeurs individuels, ils sont très très mal chez nous actuellement. Donc, comment tu vois l'année 2024? Est-ce que, encore une fois, comme la montée des taux d'intérêt, comme le marché immobilier qu'on a vu en 2021-2022, les États-Unis ont 6 mois, 1 an d'avance sur nous? Ou est-ce que nous, non, on n'a pas un peu d'espoir dans les constructeurs individuels? Alors peut-être, ouais, on peut parler de ce qu'on appelle les CMistes, les constructions de maisons individuelles, les constructeurs de maisons individuelles, et puis on peut parler des promoteurs aussi, qui, au fond, font un métier assez proche, sauf qu'ils le font plutôt sur des immeubles collectifs. Et je pense que dans ce qui va se passer en 2024, il y a la remise en cause du modèle économique de beaucoup d'acteurs de l'immobilier. Certains nous regardent, on pourra dire aussi un mot de la transaction, du courtage. Enfin, on est tous les métiers de l'immobilier. Allez, peut-être qu'on peut dire 2023, c'est l'année où le volume de transactions, les prix commencent à bouger. 2024, c'est le moment où les acteurs de l'immobilier vont subir très fortement ces évolutions-là. Parce qu'il y a un effet, tu sais, toujours de décalage. C'est comme nous, dans nos affaires, ce qui va se passer en janvier va impacter notre business peut-être qu'en décembre. C'est la même chose pour les acteurs de l'immobilier. Sur les constructeurs de maisons individuelles, en France, on en a effectivement un certain nombre. Alors, c'est une activité qui va mal depuis pas mal de temps. Avant même la hausse des taux, avant même l'inflation, on avait une baisse tendancielle du nombre de maisons individuelles qui étaient construites chaque année en France. Grosso merdo, on a fait des années à 150, 180, même 200 000 maisons individuelles construites par an. On était plutôt retombé en dessous des 150, voire même les 130. Pardon, ça tu penses que c'est la baisse de la demande ou juste la baisse de production? Alors, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Et juste pour finir, là on était plutôt à 100 000 en 2022. 2023, on sera vraisemblablement largement en dessous des 100 000. Bon. Donc on a une chute qui est assez violente du volume de construction. Alors, historiquement, il y a pas mal de raisons. La première, c'est, tu sais, on parle souvent du sujet de l'attractivité des métropoles, de la métropolisation de la France. Ça a forcément un impact sur la demande des maisons individuelles qui, elles, sont plutôt situées hors des métropoles. Quand on dit que les métropoles attirent, tu sais, c'est mon chiffre de la métropole de Lyon. La métropole de Lyon, elle attire chaque année 10 000 habitants
c'est ce qui vient de l'interne, naissance moins décès, tu vois, et aussi 10 000 habitants, des gens qui viennent de l'extérieur. Bon, bah, tous ces gens-là, c'est de la demande en moins pour de la maison individuelle en périphérie. Donc, il y a cet impact métropolisation qui s'est fait un peu au détriment des maisons individuelles. Il y a eu l'effet de l'inflation qui a été très lourd, hein, évidemment, sur le coût de construction des maisons individuelles, parce que les maisons individuelles, il n'y a pas d'effet volume, entre guillemets, on refait à chaque fois, c'est un peu un prototype qu'on refait à chaque fois. Il n'y a pas les économies d'échelle qu'on peut avoir dans le collectif ou d'autres choses. Donc, le prix des maisons, hein, tu regardes l'indice des prix, c'est là où ça a augmenté le plus fort par rapport au collectif. Et puis après est venu là-dessus les conditions d'accès au crédit qui ont encore ralenti ce sujet-là. Et il y a un sujet plus macro, plus courte tendance, qui est qu'en France, on essaye d'artificialiser de moins en moins de nouveaux sols. Je pense que c'est une funeste erreur d'appréhender les choses comme ça. Il n'empêche qu'on a voté une loi qui s'appelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette, où on demande aux collectivités locales, aux territoires, et ben, à chaque fois qu'ils artificialisent 1 mètre carré de plus, de mettre 1 mètre carré de nature en plus dans les villes. Bon, c'est ça la logique. Bah, forcément, c'est un frein au développement des maisons individuelles, assez massivement. Et notamment une activité qui est une sous-activité de la maison individuelle, parce qu'il y a 2 activités dans la maison individuelle. Il y a, tu veux une maison individuelle, Chris, tu vas acheter le terrain, tu vas me confier la maîtrise d'ouvrage pour que je te le construise. Et puis il y a le lotisseur qui fait un métier un peu différent, puisque lui, il achète les terrains, il construit les maisons, il les vend sur plan. Donc c'est un petit peu différent. Bon, l'activité de lotissement, elle est considérablement réduite, encore plus que l'activité de constructeur de maisons individuelles classique. Ça, c'est la macro et ce qui s'est passé pour ça. Et cette crise-là, ou ces crises-là, elle s'est incarnée dans la faillite d'un grand acteur français qui s'appelle Geoxia, qui avait notamment les maisons familiales et les maisons Phoenix. Maison Phoenix, c'est une histoire entrepreneuriale incroyable qui datait de décennies et de décennies, qui a fait faillite au moment je crois que c'était au l'année 2022, c'était une boîte qui allait mal, mais qui a fait faillite à ce moment-là, puisque elle avait plus de dettes, elle avait trop de dettes, elle n'arrivait plus à rembourser, et donc elle a licencié beaucoup de personnes. Enfin, ça a été un traumatisme assez fort dans le monde de la maison individuelle, et ça, il faut l'avoir en tête. Donc, il y a d'autres acteurs qui existent, hein. Il y a Exahome, qui est un acteur coté, hein. Vous pouvez aller voir le titre en bourse de Exahome, qui malheureusement vit des heures un peu difficiles pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et donc, il y a cette crise assez forte de la maison individuelle, et on n'a pas l'impression que l'État ait envie de tellement aider. Je vous rappelle la phrase de l'ancienne ministre Vargon, Emmanuel Vargon, qui était ministre du Logement, et qui avait dit la maison individuelle ne peut pas être l'avenir des Français. Je ne sais plus quelle était la phrase exacte. Mais qui a dit que la maison individuelle était une aberration écologique, c'est pas un politique. C'est aussi elle qui l'avait dit. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont laissé tomber, entre guillemets, Geoxia, qu'il n'y a pas eu de plan d'aide pour Geoxia, qu'il n'y a même pas eu de PGE pour Geoxia, ce qui est quand même intéressant dans la façon dont les politiques regardent ce sujet. À l'excès. Je veux bien qu'on dise que la maison individuelle a plein de défauts, ça, il n'empêche que c'est ce que veulent les Français. Quand tu regardes tous les sondages, ça reste le rêve et la volonté des Français. Et donc dans les années à venir, il va falloir qu'on arrive à réconcilier ce que veulent les Français et puis les impératifs écologiques. Comme personne ne sait vraiment où le curseur va être mis, bah, ça crée beaucoup d'incertitudes et évidemment des boîtes qui vont assez mal. Là où la situation est un peu différente aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, d'abord, c'est le paradis de la maison individuelle. On construit, tout le monde a vu Desperate Housewives ou ce genre de série, on voit ces maisons individuelles, ces quartiers résidentiels, ces lotissements, c'est vraiment les États-Unis tels qu'on les imagine. La production a un peu baissé en maison individuelle. D'ailleurs, 2021, c'est la première année où on a construit plus de collectifs que d'individuels aux États-Unis. Donc on voit que la tendance, elle est un peu la même en macro. Mais là où eux, et c'est ça qui est intéressant dans les États-Unis, c'est que eux, quand ils voient un secteur ou des acteurs qui sont en train de diminuer en valeur, alors bah, ils ont des géants de la maison individuelle, bah, il y a toujours des investisseurs, et Warren Buffett en fait partie, pour se dire non mais là on a tapé trop fort. Nous les investisseurs, en sortant et en désinvestissant cette classe d'actifs, on est allé beaucoup trop fort. Et donc il est revenu, il a investi dans 3 acteurs qui sont majeurs en disant mais non, on a atteint le point bas, oui, on ne refera pas des millions de maisons individuelles comme on fait avant. Enfin, on peut très bien y ir en faisant moins et en faisant de manière rentable. C'est ça la question en France. C'est demain, on fera peut-être 80 000 maisons individuelles par an. Mais à 80 000 maisons, il y a peut-être 3, 4, 5, 6 boîtes qui ont les moyens de gagner beaucoup d'argent. Et donc, c'est ça aussi l'investisseur. C'est celui qui arrive à un moment donné à se dire, bah, là, la correction, elle est trop forte. Oui, il y a des signaux noirs, oui, il y a des nuages autour de cette industrie de la maison individuelle. Il ne faut pas les nier, c'est une évidence. La ZAN et tout ce qu'on a expliqué. Mais il y a une demande, il y a des acteurs qui sont sérieux. Et donc, pas faire du conseil en investissement comme ça, mais il y a des titres cotés, il y a des opérateurs cotés comme Exahome, dont on peut commencer à se dire que la correction a été trop forte. Et investir, c'est aussi ça, c'est être moins sévère que le marché. Là, je pense que le marché est beaucoup trop sévère avec ces acteurs. Aujourd'hui, on peut se dire comment est-ce qu'une boîte comme ça peut arriver à faire des bénéfices. Je parle d'un promoteur, un marchand de biens qui rénove des maisons, ou même un constructeur neuf. Quand on voit l'augmentation des prix des terrains pendant le Covid ou après le Covid, l'augmentation des prix des matériaux, les difficultés à obtenir le permis, et un marché qui est stagnant, voire baissant légèrement, alors maison individuelle dans le sud, pas trop,
mais le marché a pas pris 40%, alors que tu prends au coût du terrain, au coût de la construction, une maison coûte peut-être 40-45% de plus à construire. Comment ils font des bénéfices aujourd'hui? Il faut que tout ça se reprice. C'est toujours pareil, c'est que toutes les industries du monde ont survécu à des hausses de coûts des matières premières. La question, c'est celle de la transition, toujours. Et c'est là aussi la différence entre les acteurs bien financés, je parlerai après des promoteurs, ou ceux qui ne le sont pas. Quand une crise arrive comme celle-ci, dans 2-3 ans, des gens achèteront des maisons individuelles. On ne sait pas dire si c'est 80 000 par an, 60 000, des gens en produiront. Des maçons iront sur les chantiers et des gens vendront leur terrain. La question, c'est comment tous ces gens-là vont réussir à se mettre d'accord. Parce que si durablement, les conditions d'accès au crédit sont plus difficiles, il y a bien un moment donné où ça va rentrer dans la tête du propriétaire foncier qui vend son terrain. La question, c'est celle de la transition. C'est juste une question de quel prix final. Si on est prêt à payer 10 ou 15% de plus par an une maison à chaque fois, et il y a des gens qui seront prêts à le faire, si on réduit l'offre à chaque fois, à quel prix vont se vendre les maisons? Mais donc, bon investissement pour les années à venir, la maison individuelle. Et puis, dans l'idée de Warren Buffett aussi, il y a quand même l'idée, et ça, c'est pour moi, c'est la différence entre les investisseurs moyens et les très très bons investisseurs. C'est que lui arrive aussi à se dire, et c'est très juste, que si on produit moins de maisons individuelles, c'est pas très bon pour ceux qu'on construise en premier effet. Parce que y a moins, le marché est plus petit. Mais on vient de donner un super argument quand même à ces acteurs-là pour vendre. Moins de maisons individuelles, le bien sera plus rare, la valeur va augmenter. Moi, si j'étais constructeur de maisons individuelles aujourd'hui, je dirais, bon, on va en faire moins. Mais je dirais à tous mes commerciaux, allez sur le terrain et expliquez aux gens qui vont vous acheter ces maisons que cette maison-là, que ce lotissement-là, c'est peut-être le dernier qui sera fait dans la ville. Ou un des derniers. Et c'est crédible, parce qu'il y a la ZAN, parce qu'il y a tout ce que j'ai dit, il y a le fait qu'on veut moins artificialiser. Donc c'est un super bon investissement, la maison individuelle. Et moi, je pense que ça, c'est aussi une grande force de Warren Buffett, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est la différence entre les bons et les moins bons. Il y a l'analyse très basique, on fait moins de maisons, donc c'est de la merde, on arrête d'investir dans les boîtes qui font de la maison. Et d'autres qui disent, non, mais attends, si on fait moins de maisons, ça va devenir un actif super rare, qui va se vendre comme du petit pain, et donc il faut réinvestir dans les constructeurs de maisons. Et des fonds aujourd'hui en France n'ont pas l'envie d'investir dans des maisons parce que je sais qu'il y a des fonds qui ont racheté beaucoup de maisons, peut-être il y a 1 ou 2 ans aux États-Unis, qui ont racheté beaucoup de maisons individuelles bien avant. Avec cette thèse-là, Blackstone a commencé à acheter des maisons individuelles en 2008 en créant une boîte qui s'appelait Invitation Home, qui a acheté toutes les maisons que les Américains devaient vendre, tu sais, pour rembourser leur crédit. C'était la fameuse crise des subprimes. Donc les gens vendaient, ils voulaient vendre vite, et donc les fonds ont raflé des maisons individuelles, dont la valeur n'a fait qu'augmenter, et dont le rendement locatif est en fait assez bon. Là, pour les gens qui nous regardent aussi, moi, tu sais, c'est un truc auquel je crois beaucoup, c'est que dans un portefeuille, raisonnons comme ça, si vous avez 3 appartements en invest locatif, vous devez avoir aussi une maison. Pourquoi ? D'abord parce que je pense qu'on en construira moins et qu'il y a un effet valeur, ça j'y crois fortement. Deuxièmement, c'est pas le même locataire, c'est pas le même type de locataire. Vous louez plutôt à une famille, elle reste plus longtemps, elle prend un peu plus soin du bien que la coloc de 4 étudiants. Enfin, je pense que tu vois après à quoi je fais référence. Et puis, on voit dans pas mal de villes que quand le prix des appartements baisse, parce qu'il y a par exemple de l'insécurité dans le centre-ville, je pense à Nantes, le prix des maisons en périphérie a tendance à augmenter. Et puis quand après le centre-ville reprend en attractivité, qu'on a réglé les problèmes d'insécurité, etc., ce qui est la vie des villes, hein. Les villes, elles font ça de toute l'histoire. Hein. Insécurité, dégradation, ghettoisation. Le politique remet des policiers, remet un peu d'ordre et remet de l'argent pour investir. Et la ville repart, puis elle rebêche. Un exemple concret, Béziers, quand j'ai commencé à investir. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais là, pour la maison, tu vois, jamais j'aurais recommandé un investissement comme ça. Mis à part un investissement patrimonial de long terme, si on mise sur le fait qu'on va raréfier le produit. Parce qu'en termes de rendement locatif, c'est une horreur, une maison. J'en ai une, je sais, en termes de frais d'entretien, par rapport au loyer, on est sur un rendement qui est extrêmement faible. Et beaucoup de frais d'entretien, même si on est sur une population qui va être stable, etc., en vision long terme, quoi. Mais en fait, c'est toujours sur des plus et des moins, mais dans un portefeuille, je pense que c'est bien d'avoir les deux. Et encore une fois, moi, je pense que regardez cette thématique et regardez là, toi, tu l'as. Alors, peut-être c'est sur un marché particulier, mais moi, j'avais regardé par exemple à Saint-Etienne des maisons disponibles à la location. Il n'y en a tellement pas que, grosso modo, tu peux quand même augmenter pas mal les loyers et retrouver du rendement. À Saint-Etienne, tu as déjà un rendement qui est déjà très important, même sur les maisons, c'est le plus important de France. Exactement, mais je pense qu'il y a plein d'endroits où, en tout cas, faites l'analyse. Okay. Regardez, faites l'analyse, et je pense que vous serez surpris. Et puis, bonne nouvelle, hein, les maisons, c'est dans les zones détendues, donc dans les zones où il n'y a pas de plafonnement de loyer. Parce que ce que tu dis est très juste. Maintenant, dans un territoire où c'est plafonné dans le centre-ville et c'est compliqué, je pense que aller vers la maison individuelle, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, la valeur à moyen terme, vous êtes à mon avis beaucoup plus sécurisé que sur des centres-villes. En tout cas, ça vient compenser aussi des centres-villes qui quand même, on commence à les voir, non pas tomber les uns après les autres, mais il y a des quartiers entiers de Paris, de Lyon, de Nantes, où franchement, la science, c'est pas mal dégradé. Calcul à faire, peut-être pas en rendement locatif, mais en TRI, en intégrant le potentiel de plus-value, il y a clairement quelque chose à faire. Totalement. Ok.
On va enchaîner parce qu'on a tellement de choses aussi. Un mot sur les promoteurs, tu voulais que je dise un mot sur... 2024, qu'est-ce que tu vois d'autre comme perspective? Alors, les constructeurs maison individuels, ils sont pas morts, il faut regarder ça. Les promoteurs, là, ça va être un moment très intéressant du marché. Le promoteur, pour le dire très clairement, il a 3 coûts, et ces 3 coûts, malheureusement, ils augmentent. Il a la matière première, le facteur travail et le facteur capital. Le coût des matières premières, c'est le terrain, tu l'as dit. Là aussi, hein, c'est un effet de marché très logique. Comme on va artificialiser moins de terrain, si votre terrain il est artificialisable et constructible, sa valeur elle augmente mécaniquement. Bon. Et donc le prix des fonciers augmente. Ce qu'on peut dire quand même en termes de marché, c'est qu'en 2023, ils ont quasiment plus augmenté les prix. Donc ils avaient beaucoup augmenté 20, 21, 22, et qu'en 2024, ils devraient commencer à baisser un petit peu. Voilà, ça c'est une tendance de marché, le prix des terrains. Après, il y a le facteur du travail. Le coût du travail, c'est le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre. Celui-là, il a aussi beaucoup augmenté. Et le dernier coût dont on parle rarement, c'est le coût du capital. Promoteur, c'est un métier qui consomme beaucoup de capital. Puisque j'achète le terrain maintenant, je fais quelques préventes, enfin le gros, je le porte quand même, je paye les travaux, puis à la fin, en vendant les logements, je me refais la cerise. C'est un métier qui demande beaucoup de capital. Or, le coût du capital pour les promoteurs, il a explosé. Donc, vous avez vos 3 coûts principaux qui ont augmenté au cours des dernières années, et principalement au cours de la dernière année. Bon. Là-dessus, ou en face, les prix de vente, ils n'augmentent plus. Là aussi, on est dans la même logique que dans l'ancien. Il n'y a pas de chute violente, il y a des prix qui n'augmentent plus. Mais c'est pas simple pour des promoteurs qui, depuis 10 ans, vivaient dans un marché où les coûts augmentaient massivement. Avec d'ailleurs un effet qui était intéressant, qui était que, si je prends de 2016 à 2022, j'avais fait le calcul, 2016 à 2021 ou 2016 à 2022, les prix du logement neuf dans les métropoles, les 18 métropoles de France, avaient considérablement augmenté de 40 à 45% en moyenne, mais la mensualité des investisseurs locatifs était restée stable, parce que chaque euro en plus que tu avais sur le mètre carré était compensé par des taux de crédit qui augmentaient et des coûts de crédit qui baissaient, le taux. Bon, ça c'est fini. Puisque les conditions, elles sont plutôt dégradées, et puis elles vont rester un peu stables pendant l'année 2024, telle qu'on l'imagine aujourd'hui, avec des taux qui restent flat. Donc il y a moins de demande du logement neuf. Donc là, il y a une vraie difficulté pour les promoteurs qui ont des coûts qui ont augmenté, puis des revenus qui commencent à baisser. Bon. Là-dessus, il y a 2 types d'acteurs. Et ça, c'est vraiment important pour vous qui voulez acheter du logement neuf ou qui regardez, c'est les acteurs bien financés, gérés en bon père de famille, qui ont la capacité de gérer cette transition. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Tu penses à quelques... Je ne sais pas si tu peux te mouiller pour ça, mais tu penses à quelques-uns ? Les plus gros opérateurs qui sont mieux financés, qui sont cotés en bourse, puis qui communiquent sur le cash qu'ils ont disponible. Et on en revient vraiment sur, tu vois, le capitalisme fait que les crises ont une fin. C'est sa grande force. La faiblesse du capitalisme, c'est qu'elle produit des crises, et la grande force du capitalisme, c'est que les crises ont toujours une fin. La question, c'est qui est-ce qui survit entre le début de la crise et la fin de la crise. Et là, on le voit dans la promotion, les acteurs bien financés, structurés, qui ont des fonds propres, ils vont faire des mauvaises années. 23 sera une mauvaise année, 22 déjà est une mauvaise année, 23 va être une mauvaise année, 24 et 25 seront vraisemblablement des années très moyennes. Donc si vous voulez investir dans des promoteurs en bourse, peut-être attendez un peu, mais il y aura un retour du marché. Les gens achèteront toujours des logements, les gens produiront toujours des logements, les maires livreront toujours des permis de construire, même si ce ne sera pas les mêmes et différemment. Bon. Et puis il y a des acteurs qui ont beaucoup grandi, qui ont eu des gros pipes et qui ont des gros portefeuilles de projets et qui n'ont pas de fonds propres. Et là, on en revient, et tu vois, c'est un peu pour moi mon motto de 2024, c'est retour aux fondamentaux. La promotion immobilière, comme le marchand de biens, c'est un métier de risque. Rendement et risque. Vouloir faire un métier de risque sans fonds propres, c'est une assez mauvaise idée. Alors ça va bien quand le cycle est élevé, mais ça va moins bien quand le cycle est bas. Et je vais te raconter une anecdote qui Donc là, tu proposes une reconversion pour nos marchands et promoteurs ? Non, pas du tout. Je te raconte une anecdote et après je réponds sur la reconversion. Je faisais une conférence à Casablanca il y a 5-6 ans. C'était une des premières conférences que je faisais. Et je parlais de l'avenir de la promotion immobilière et de ce que je voyais comme impact de la tech, du digital et tout. Je vais après au cocktail, tu sais, post-conférence, je parle à plein de gens et là je vois une personne assez âgée qui vient me voir, qui a disparu depuis mais que j'aimais beaucoup, qui me vient et qui m'a dit Vincent, très intéressante ta conférence sur la promotion immobilière, j'ai appris des choses et tout, mais il me dit moi j'ai fait ma première opération immobilière en 1962. Ça fait 50, 60 ans que je fais ce métier. Tout ce que tu dis est vrai, mais moi je vais te dire ce que moi j'ai vu en 60 ans. La différence entre les promoteurs qui restent et les promoteurs qui disparaissent, c'est la capacité à surfer le cycle. Tout le reste, c'est du détail. Oui, quand le cycle est porteur, il y a des promoteurs qui s'en sortent un peu mieux que d'autres. Quand le cycle est baissier, il y a des promoteurs qui résistent un peu mieux que d'autres. Mais la vérité, c'est la différence entre celui qui sait surfer le cycle, anticiper la baisse, et celui qui ne sait pas le faire. Et j'ai trouvé que cette leçon était intéressante et qu'on en voit aujourd'hui les preuves. Sur les conseils qu'on peut donner de reconversion, pas du tout. Moi, je dis aux marchands de biens, par exemple, votre métier va redevenir un métier de gros sous. Donc faire des opérations avec très peu de fonds propres, on va bricoler à droite à gauche avec des acteurs plus ou moins sérieux, où on va au maximum du leverage, au maximum de la dette, ça c'est fini. Mais
c'est aussi une bonne nouvelle. Et c'est ça, encore une fois, l'investisseur, il faut toujours qu'il voit les deux côtés. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins d'opérateurs, beaucoup moins de gens, beaucoup moins de concurrence. Et donc, vous qui avez des fonds propres, qui êtes sérieux, qui travaillez avec la même banque, je pense à toi, Chris, par exemple, depuis des années, cette crédibilité-là, il y a 2 ans, elle ne valait pas plus que celle de celui qui arrivait sur le marché, puisque tout le monde pouvait accéder à la dette. Maintenant que justement, il y a une prime à ceux qui sont bien financés, ceux qui sont crédibles, ceux qui ont un track record, ça fait toute la différence pour eux. Moi, si j'avais de l'argent aujourd'hui, si j'avais 50 millions de fonds propres, je préférais largement le marché dans lequel on est aujourd'hui que le marché dans lequel on était hier. Parce que hier, sur n'importe quel actif, tu avais 1000 mecs qui venaient faire une offre, dont la moitié n'était pas financée, dont un tiers savait pas On ce était qu'ils dans faisaient. un marché de crédit, là on est dans un marché d'affaires. Exactement. Mais c'est bien pour ceux qui ont la crédibilité, qui ont l'argent. J'ai rencontré au Club 40 pas mal d'investisseurs qui travaillent avec toi. Les gars, ils en sont à leur 6e, 7e, 8e opération. Bah, eux, quand ils vont aller voir le banquier pour faire la 9e, ils vont pas être traités comme celui qui vient d'arriver sur le marché. Et ça, je pense que c'est aussi plein d'opportunités sur ce marché. Donc, ça redevient un métier de gros sous. Essayer de trouver des associés. Je sais pas, par exemple, si on peut aller sur ce terrain-là, mais moi, j'ai vu beaucoup d'investisseurs qui étaient eux, leur argent et la banque. Et c'est bien. T'as pas d'associé, tu t'embêtes pas, c'est facile, etc. Je pense qu'aujourd'hui, une des qualités qu'on va attendre d'un investisseur immobilier, c'est la capacité à aller s'associer avec d'autres gens qui vont amener des fonds propres. Tout à fait. Et là, le contenu que tu proposes toi, par tes formations, par ce qu'on fait sur la chaîne, c'est du contenu qui a beaucoup de valeur pour les gens qui nous écoutent, pour eux-mêmes aller après convaincre des gens qui ont de l'argent autour d'eux d'investir avec eux. Ce qu'on dit sur la maison individuelle, pour reprendre l'exemple là qui était celui qui est bon. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est une thèse d'investissement qui est intéressante, qui vont vouloir acheter une dizaine de maisons individuelles dans l'année. Bon. On vient de vous donner pas mal de billes pour aller convaincre des gens de votre entourage qui ont un peu d'argent de venir. L'effet valeur, les locataires plus solvables, les locataires plus sérieux et tout. Ça va devenir votre job. Et ça revient à la discussion qu'on avait eue à Monaco, je ne sais pas si tu te rappelles, qui est l'idée de dire l'investisseur chevronné, il devient de plus en plus asset manager. C'est-à-dire que sa capacité, c'est pas seulement à sourcer des deals et à les financer tout seul, c'est sa capacité à sourcer des deals, à convaincre un pool d'investisseurs de venir avec lui, de faire les opérations et de les céder. Et bonne nouvelle pour celui qui a trouvé le deal, il est normalement mieux rémunéré. Et je vais l'expliquer tout de suite. Imaginons l'exemple entre nous deux. Je trouve un super appart en face à rénover. Je le fais tout seul. Je vais l'acheter 100, je vais mettre 20 de travaux, puis je vais le vendre 150. Tu vois. J'ai fait 30 de marge qui vient pour moi. Bon. Imaginons que demain, je te propose de le faire, Chris. Et toi, tu me dis, j'ai pas le temps, je te fais confiance Vincent, mais j'ai pas le temps, puis je suis pas à Paris là pendant quelques semaines, etc., etc. Je vais dire, ok Chris, on le fait à 50-50, ok. Par contre, je prends 60% du profit et toi tu prends 40%, parce que c'est quand même moi qui vais faire tout le boulot. Le deal, il n'est pas si mauvais pour toi que ça. Et ben, pour le même deal, Montéhéry, le même deal, hein, Montéhéry, en ayant partagé le truc et en l'ayant fait tout seul, il est bien meilleur en le partageant. Puisque j'ai mis 50% des fonds propres et j'ai 60% du profit. Et c'est comme ça que le monde tourne, et c'est comme ça que les Blackstone de ce monde se sont enrichis. Si Blackstone n'investissait que son argent, ce serait encore 10 mecs dans un bureau à New York qui achèteraient des appartements. C'est exactement ce qu'on fait avec notre foncière aujourd'hui. Tu vois, on a des professionnels, enfin des marchands de biens, soit des participants de formation, qui ont des opérations qui ne peuvent pas les faire financer, et qui nous les apportent. Nous, on les finance, eux, ils s'en occupent. Et on se partage les risques, on se partage les tâches, etc. Mais effectivement, de plus en plus, c'est bien que tu l'aies dit, parce que j'ai beau le dire, faire des vidéos, etc. Et les gens, des fois, ont peur de s'associer. Ils ont peur de savoir avec qui le faire parce qu'ils n'ont pas l'habitude et ils démarrent. Mais il faut vraiment prendre le réflexe, surtout si aujourd'hui, tu as du temps et tu as des connaissances, que tu essaies de faire avec cette chaîne ou avec des formations. Utilise ce temps et ces connaissances pour trouver des opérations, pour aller les sourcer. Des gens qui ont de l'argent et qui veulent l'investir, il y en a. Plus que ce qu'on pense, on a du mal à l'imaginer quand on vient pas d'un milieu où il y a de l'argent, et j'en fais partie, donc j'avais du mal à l'imaginer avant. Mais oui, je te rassure, et on en connaît, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas le temps ni l'envie d'investir, par contre, qui peuvent se faire convaincre s'il y a de bons investissements en face. Et en plus, ce qu'on dit là est encore plus vrai que toutes les incertitudes dont on a parlé dans la dernière vidéo, et dont on a parlé dans celle-là, les volumes, les prix, les promoteurs au tapis, puisque je ne l'ai pas dit, mais enfin, il y en a quand même 1 sur 3 qui risque de disparaître. Tout ça, ça crée plein d'incertitudes. Donc, vous qui êtes investisseur immobilier, qui regardez ce type de contenu, qui avez commencé à développer une culture immobilière, vous allez pouvoir aller discuter avec des gens qui ont de l'argent mais qui ne connaissent pas l'immobilier et leur apporter ce savoir-là. Parce que les gens qui ont de l'argent mais qui ne s'intéressent pas à ces sujets-là, qui juste se disent « faudrait que j'ai un peu d'immobilier dans mon patrimoine », ils sont encore plus perdus que vous. Moi, je dis souvent, si Chris et moi, qui quand même sommes dans le secteur tous les jours, on est perdus. Vous qui faites ça sur votre temps libre, vous investisseur immobilier, vous l'êtes peut-être un peu plus, imaginez celui qui en fait même pas sur son temps libre. Alors lui, pour lui, c'est terrible. Il lit le journal avec que des informations contradictoires, ça monte ici, ça baisse ici. Mais justement, c'est une bonne chose. Il a de l'argent investi dans l'immobilier et il ne sait pas comment le faire. Tant mieux pour vous. Vous, en tant qu'asset manager, sa capacité à l'associer à votre projet, c'est une opportunité unique. Moi, je pense que tous les gens, encore une fois, qui te suivent depuis des années, qui ont appris plein de choses, ça va être le moment où ils vont passer, encore une fois, de l'investisseur que pour eux à investisseur un peu pour des tiers. Et ils ne seront pas déçus parce qu'ils vont limiter le risque
ils vont augmenter leurs revenus, vraisemblablement, et puis ils vont augmenter les volumes de ce qu'ils peuvent faire aussi. Tout seul, on va pas très loin, comme on dit toujours, et à plusieurs, on peut aller plus vite et plus haut. Ouais. Si on peut résumer cette vidéo et les opportunités 2024, pour celui qui nous regarde là depuis une heure, parce qu'il y a beaucoup d'informations, on résume pour 2024. Qu'est-ce que tu conseilles à un investisseur particulier aujourd'hui qui démarre? Qu'est-ce que tu conseilles à un investisseur qui voudrait acheter de l'immobilier en direct? Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui voudrait utiliser son argent pour faire de l'immobilier papier ou peut-être acheter des parts de foncière, par exemple, côté? Qu'est-ce que tu conseillerais? Et qu'est-ce que tu verrais, toi? Déjà, je pense que l'erreur, c'est d'attendre le bon moment. Tu sais, cette idée qu'il y aurait un bon moment pour investir dans l'immobilier, c'était pas hier, c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Et là, dans ce moment d'incertitude, moi, je vois pas mal de gens qui me disent « Non, j'investis pas maintenant dans l'immobilier, j'attends le bon moment ». Quand tu leur dis c'est quoi le bon moment pour toi, en général, ils n'ont pas beaucoup de réponses à apporter. Et ça, c'est toujours le désir des gens ou le délire des gens de rentrer pile au plus bas du marché et de ressortir pile au plus haut. C'est ce qu'on me disait en 2012 quand j'ai commencé à investir et on me disait j'attends le bon moment parce que là, le marché est trop haut, on est dans une bulle. Bon, tu vois, c'est exactement ce que je dis. Bon, je pense que c'est entre guillemets, la question c'est pas est-ce que c'est le bon moment, c'est est-ce que c'est votre moment. Si vous avez de l'épargne, de la capacité à y aller, la confiance du banquier, l'opportunité identifiée, c'est votre moment et donc c'est le bon moment pour vous. Une fois qu'on a fermé cette parenthèse, je pense que là où j'inciterai à la prudence, c'est tout le monde des SCPI. Parce que les SCPI, on le sait, sont très perturbés en ce moment avec l'immobilier de commerce, de bureau qui est en train de corriger très fort. Certaines SCPI ont baissé le prix des parts, pas toutes. J'inciterai là à la prudence, attendons de passer quelques mois et puis voir comment ça sort. Je pense que sur les foncières cotées, elles ont déjà beaucoup corrigé. Donc il y a des choses à faire. Foncières cotées de bureau, quand elles sont bien placées, je pense à du Gecina, à du Covivio, à du SFL, qui est aussi une foncière cotée. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Peut-être un constructeur de maisons individuelles aussi. C'est une façon d'exposer à l'immobilier un peu. Pour rappel, pardon, je te coupe, ceci n'est pas un conseil en investissement. Bien sûr. Tu tiens à préciser. Mais tu fais bien de le dire, c'est un avis, c'est une réflexion voilà, que moi j'ai. Et puis troisièmement, évidemment, continuer du direct. Ça, je pense que c'est vraiment un point, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un portefeuille, il faut un peu tout. Et dans le direct, moi je dirais aller vers des marchés qui ont corrigé, mais pas non plus vers les marchés qui ont le plus corrigé. C'est toujours toute la subtilité de l'immobilier. C'est un marché qui aujourd'hui a corrigé, une ville qui a corrigé de 5, 7, 8%. Là, à mon avis, c'est des villes qui sont intéressantes pour vous. La ville qui a beaucoup plus corrigé, c'est que c'était une bulle, qu'il n'y a pas de fondamentaux. Et c'est pas parce que faut pas aller dans la ville qui a le plus baissé. C'est toujours ça aussi. Moi, si je devais là demain investir, je n'irais pas dans la ville qui a le plus baissé. Je n'irais pas non plus dans la ville qui a pas eu tout corrigé. Tu parlais Côte d'Azur. Voilà, Côte d'Azur où vraiment on a l'impression que ça continue. J'irais sur des villes qui ont fait la bonne correction, celle qui paraît être en phase et en cohérence avec l'évolution du marché. Et je pense que là, il y a des très belles opportunités pour entrer dans le marché à du -7, -8. Et si le vendeur est un peu stressé, ça peut être -9, -10, -11 par rapport à ce que vous auriez fait. Donc on pense à des villes qui auraient baissé de par le pouvoir d'achat, mais qui n'auraient pas baissé parce que qui ont une vraie valeur intrinsèque en fait dans la ville. Ouais. Contrairement à une petite ville de province qui aurait monté juste par l'effet Covid, l'effet rural. Et là, peut-être un petit tips très concret à donner à ta communauté. On parle beaucoup de réindustrialisation en France, donc à Dunkerque, à Grenoble, on est en train de lancer des nouvelles grands projets d'usines, notamment dans les batteries, dans les gigafactories de batteries. Ça, c'est des bons signaux faibles pour les investisseurs immobiliers parce que là où il y a des collaborateurs, des ouvriers, des employés, beaucoup de cadres aussi qui vont rejoindre ces usines, il y a aussi des besoins de logement. Donc moi, je regarderais ces marchés autour des zones de réindustrialisation. C'est pas compliqué, hein, vous tapez nouveau projet industriel sur Google, vous avez tout de suite une cartographie des 10-15 projets qui sont en ce moment cœur. Regardez les marchés autour. Je pense qu'il y a des très belles opportunités. Je pense à Dunkerque, le ministre du Logement est l'ancien maire de Dunkerque, donc il est, j'allais dire, bien informé. Et à Dunkerque, il y a une gigafactory qui va sortir de terre pour les batteries. On parle de milliers de logements qu'il va falloir construire. Le temps qu'ils soient construits, il y aura un petit peu de tension. Je pense qu'il y a des opportunités à faire autour du thème de la réindustrialisation. Et c'est lié autour des nouvelles centrales nucléaires. C'est totalement l'angle mort, on n'en parle jamais dans l'immobilier. Je vois des gens qui disent personne ne va habiter à côté d'une centrale nucléaire. Personne, sauf à part ceux qui bossent dedans, c'est-à-dire des milliers et des milliers de personnes. On va construire d'immenses réacteurs nucléaires et c'est bien, je pense que c'est une bonne idée que la France relance le nucléaire. Surtout, il y a des maisons à faire et de collectifs. Et pour boucler de la boucle, tu sais, je t'ai parlé de Blackstone qui avait acheté des maisons individuelles aux États-Unis. En France, il y a un mini Blackstone qui s'appelle Powerhouse Habitat qui a acheté des maisons, ils en ont 10 000. Elles sont toutes autour des centrales nucléaires. Donc tu vois, ça reboucle la boucle. Je pense que ça, un investisseur immobilier, réindustrialisation, renucléarisation, c'est des énormes chantiers, des milliards qui vont être investis. Autour, il y a des logements
Et il y a des investissements très intelligents à faire. Et les fondamentaux, ils sont là. Une centrale nucléaire, c'est là pour un siècle. Donc voilà, une usine, c'est là pour 50 ans. Donc je pense que c'est des paris de long terme qui font du sens. Donc pour faire une conclusion à ce que tu as dit, on a vu en opportunité potentielle pour 2024 la maison individuelle puisqu'elle va se raréfier. Peut-être pas que pour 2024, mais en tout cas pour les 5 à 10 prochaines années. Bien sûr. On a vu éventuellement les foncières cotées qui auraient des côtés où il y aurait potentiellement des entrées à faire en 2024. Là, vous allez sur Google, vous tapez le nom de la foncière bourse, vous mettez le truc, vous avez tout de suite le graphique, vous mettez sur 5 ans, vous voyez tout de suite celles qui ont corrigé. En troisième, potentiellement des villes qui avaient une vraie valeur intrinsèque, des monuments, la mer, peut-être la montagne, etc., qui ont perdu de la valeur parce que on était dans une bulle juste avant, parce que forcément il y a moins de pouvoir d'achat, donc elles perdent en valeur, mais elles gardent une vraie valeur intrinsèque, donc cibler ces villes-là où il y a une forte tension locative aussi. On a vu également autour des centrales nucléaires, ça c'est la première fois que je l'entends, donc j'imagine qu'ils sont beaucoup à être la première fois. Mais énorme sujet, et pareil, tapez centrale nucléaire France, vous avez la cartographie, il y a 10 000 articles sur le sujet. Vous prenez votre Excel, vous avez déjà vos 25 villes à aller analyser, quoi. Ok. Et en plus, c'est surtout des villes où tu as des petites villes qui coûtent pas très cher au mètre carré, où tu peux vraiment cibler de petits immeubles de rapport, ce qu'ils adorent en général aussi. Ok. Cinquième, moi je pense au logement atypique. Tu t'intéressais au logement atypique ou pas? Pas tellement. Cabane, tiny house. Le bateau, par exemple. Escale Royale, par exemple. Je parle d'Escale Royale parce que moi j'avais fait une houseboat. C'est la houseboat que j'ai vu. Non, j'en ai parlé par ton intermédiaire. Ouais, voilà, je t'en ai parlé. Houseboat qui cartonne. J'ai envie de développer ça, donc je m'intéresse de plus en plus à des acteurs, mais qui ont fait ça un peu plus industriel, on va dire, un peu plus hôtelier. Je pense à des cabanes, des tiny house, des maisons bulles par exemple, des appartements à thème. Tu vois, des appartements sur le thème, dernièrement j'ai vu sur Airbnb, un appartement sur le thème d'Harry Potter, un appartement avec tous les meubles qui sont renversés, qui sont au plafond. C'est incroyable. Enfin, c'est des petits trucs en fait. Love Room, les Love Room, tous les participants de mes formations qui ont fait des Love Room explosent. Ça fait un moment que je le dis, si tu me suis sur la chaîne, sur BFM Business ou quand je parle en story en réel, j'en parle beaucoup en ce moment parce que je m'y intéresse à la marge avec des logements type Escale Royale, Houseboat ou cabane, ou vraiment faire un vrai complexe hôtelier dans ce sens-là. Ça m'intéresse énormément et j'y crois à 100%. Mais tu vois, pour moi, ça c'est un pur move d'un secteur en crise et je trouve ça hyper intéressant. En fait, quand le marché est tellement porteur que les prix augmentent partout, personne s'emmerde et personne réfléchit à des nouveaux usages comme tu viens de les décrire là. Quand le marché devient un peu en crise, il y a 1 ou 2 ans, j'y pensais pas. Et il y a une prime à l'inventivité, à la créativité, au pas de côté. Et pour moi, c'est ça qui est passionnant dans le moment dans lequel on rentre. J'avais fait le jour, dans l'ancienne interview, enfin le dernier, j'avais fait la comparaison entre le plus riche de 2010, le plus riche de 2020, le plus riche de 2030. Voilà, t'es à fond dans cet exemple-là. Dans ce marché plus dur, il y a une prime aux gens qui vont penser out of the box. Et tes exemples-là, en plus, qui produisent des rendements, donc en plus, c'est très efficace. Je pense qu'ils vont se démultiplier. Et soyez en veille là-dessus pour ta communauté. Enfin, c'est pour ça qu'ils te suivent, je pense. Mais c'est le moment. Vous devrez vous inviter à réfléchir à ça. Voilà. En fait, tu as une parfaite conclusion. On parlait au début de la vidéo de la théorie et la pratique. Tu as théorisé ce que tu viens de dire, auquel moi, je ne l'avais pas théorisé. Par contre, en praticité, ça fait 1 an que je me dis, tiens, comment je vais aller chercher du rendement puisqu'il n'y en a plus ailleurs facilement. Je vais en chercher par exemple, la réhabilitation de bureaux, parce que je cherche aussi des bureaux, par le fait de faire des logements atypiques. Et donc, on a cette conclusion entre la théorie et la pratique qui rejoignent finalement la même chose, qui est... cherche des nouvelles opportunités, utilise ta créativité, et des opportunités, il y en a, on en a décelé 5 par exemple pour cette année, et il y en a encore plein d'autres. Vincent, merci. Merci à toi, toujours un plaisir. Dans les commentaires, on t'attend. On a vraiment besoin de toi dans les commentaires. Premièrement, quel est l'avis de cette vidéo? Quel est ton avis? Est-ce que tu l'as aimé? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te dise la fois prochaine? J'ai pour but d'interviewer Vincent peut-être 3 fois, 4 fois dans l'année sur des sujets qui sont différents. Qu'est-ce que tu aimerais voir la prochaine fois, que ce soit de Vincent ou d'autres personnes? Dis-nous ce que tu as pensé de cette vidéo et comment tu le vis, toi. Tu es acteur de l'immobilier, tu es agent immobilier, tu es promoteur, tu es investisseur ou tu as envie d'investir. Quel est ton sentiment? Comment tu vis les choses? Comme on l'a dit au début, c'est un super retour terrain et déjà de notre part pour te créer encore du contenu, mais aussi pour vous, entre vous, à l'intérieur des commentaires. Vincent, je te remercie énormément pour tout ce contenu. Je te souhaite une très très bonne journée. Si tu veux suivre sa newsletter, c'est dans la description. Et je vous dis à très bientôt, semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.